Pour être un leader, il faut inspirer. Il faut inspirer les membres de son équipe. Il faut inspirer les membres de son département, de sa branche, ou bien de son entreprise, ou alors de son église. La fois passée, nous avons parlé de comment on peut manipuler les gens peut-être sans le savoir. Et aujourd'hui, on va parler de comment inspirer. Parce qu'un leader doit inspirer et non manipuler. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce 6e épisode de notre podcast du Cercle des Étoiles. Ça me fait un plaisir de vous retrouver. Après un petit temps de pause, nous nous retrouvons pour continuer avec notre podcast. Aujourd'hui, nous parlons de l'inspiration. Comment inspirer tes membres, les membres de ton équipe, les membres de ton département ou de ta direction, ou simplement les membres de ta famille, à quelque niveau de leadership que tu sois, comment tu peux les inspirer. Alors, il y a plusieurs façons d'inspirer les gens. Il y a plusieurs façons d'inspirer les membres de ton équipe, d'inspirer les membres de ton département, d'inspirer les membres de ton entreprise ou de ta boîte. Mais quelles sont-elles? En fait, il y a une étude qui a été menée par une compagnie qu'on appelle la compagnie Ben. On va vous mettre le nom sous la vidéo, vous voyez le nom qui s'affiche. Cette compagnie a mené une étude auprès de plusieurs employés dans plusieurs entreprises pour leur demander, vous en tant qu'employé, qu'est-ce qui vous inspire auprès de votre manager, votre gestionnaire, votre chef d'équipe, votre directeur? On a pris des employés dans différents départements, des ressources humaines ou dans les autres départements opérationnels dans les entreprises et on leur a posé cette question-là. Et les employés ont répondu à ces questions, à ce sondage et au vu de leurs réponses, la compagnie Ben a rassemblé toutes ces réponses et a produit les résultats de l'étude. Et on va voir aujourd'hui quelques façons d'inspirer qu'on retrouve dans cette étude-là parce qu'en fait, la compagnie a retrouvé 33 différentes façons d'inspirer. Il y a 33 différentes façons d'inspirer les gens dans votre compagnie, dans votre équipe ou dans votre département. Mais on ne va pas tous les voir aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Parmi les façons ou les moyens d'inspirer, on a par exemple la passion du travail bien fait, on a l'écoute, on a l'empathie, on a la vision, on a la balance. En fait, on a plusieurs éléments. On a la communication, la capacité à bien exprimer les problèmes. On a la capacité à bien gérer les conflits. Toutes ces choses sont des moyens par lesquels le leader que vous êtes peut inspirer les membres de son équipe, les membres de son département, les membres de sa cellule. Mais aujourd'hui, on va voir juste 4 façons. On va résumer notre épisode sur 4 façons qu'on va étudier parce que l'étude a aussi démontré que vous n'avez pas besoin d'utiliser tous les moyens qui ont été répertoriés ou identifiés pour inspirer votre équipe. Vous pouvez utiliser un seul moyen simplement et avec un seul moyen, un seul outil, une seule façon. Si vous le faites bien, vous pouvez déjà inspirer votre équipe. Et si vous utilisez 2 ou 3 ou 4 de ces outils, de ces moyens, vous allez encore mieux inspirer les membres de vos équipes. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'être très fort dans les 33 façons d'inspirer son équipe. Alors, quel est le premier moyen que nous allons voir aujourd'hui pour inspirer son équipe? Ce premier moyen ou ce premier outil ou cette première façon d'inspirer, c'est simplement ce qu'on appelle la passion du travail bien fait. En tant que leader, en tant que chef d'équipe, en tant que responsable, les gens qui sont autour de vous vous regardent. Ils regardent la façon dont vous travaillez. Ils regardent le soin que vous prenez dans ce que vous faites. Ils regardent avec quel cœur. Ils regardent le souci du détail que vous avez. Ils regardent combien est-ce que vous êtes méticuleux ou pas. Toutes ces choses-là finalement frappent, touchent et inspirent les gens qui sont autour de vous. Un vrai leader, lorsqu'il travaille, il y met son cœur. Il y met son intelligence, il y met son énergie,
il y met sa force, il y met son attention. Ça veut dire qu'il ne fait pas un travail bâclé. Il ne fait pas un travail superficiel. Il ne fait pas un travail juste parce qu'il faut le faire ou parce qu'on doit être payé, mais il le fait avec son cœur. Et c'est cette passion du travail bien fait qui inspire les gens autour de vous, qui va inspirer votre équipe, qui va finalement pousser votre équipe à aller plus loin. Lorsque le leader se relâche, lorsque le leader n'est pas diligent, lorsque le leader est superficiel, lorsque le leader n'a pas le cœur à ce qu'il fait ou à ce qu'il faut faire, les gens qui sont autour du leader aussi se relâchent. Les gens qui sont autour de vous aussi vont se relâcher. Ils vont faire le travail de manière superficielle. Ils ne vont pas être engagés avec leur cœur. Ils ne vont pas mettre leur être, leur temps dans ce qu'il faut faire. Simplement parce qu'ils ne voient pas ça en vous. Ils ne le sentent pas en vous. Ce qui est bien aussi avec cet élément, c'est qu'il a été démontré que vous n'avez pas besoin de dire. Vous n'avez pas besoin en tant que leader de dire à votre équipe, moi j'ai la passion pour ce travail, pour cette œuvre. Vous n'avez pas besoin de dire à votre équipe, moi j'y mets du mien, je le fais avec mon cœur, je suis méticuleux, je suis attentionné. Je prends soin ou je suis attentif aux détails. Vous n'avez pas besoin de le dire aux membres de votre équipe. Plus vous l'êtes ou plus vous le faites, c'est-à-dire si vous êtes soucieux du détail, si vous êtes attentif, si vous êtes passionné, si vous y mettez du cœur, si vous y mettez votre force, votre temps, les gens qui sont autour de vous vont simplement le constater. Ils vont simplement constater que vous y mettez du cœur. Ils vont constater que vous êtes à fond dans la chose. Et si vous n'y êtes pas, ils vont le constater. Ce sont des choses qui ne se disent pas, ça ne se crie pas, ça ne se proclame pas, ça se constate, ça se sent par les gens qui sont autour de vous. Voilà pourquoi en tant que leader, même si vous êtes dans une entreprise, vous êtes gestionnaire, vous avez une équipe, vous êtes dans une association, vous êtes dans une église, vous êtes dans une organisation quelconque, vous voulez inspirer les gens autour de vous, vous voulez les amener à donner le meilleur d'eux-mêmes, vous voulez les amener à s'accrocher à la vision, à produire le meilleur de ce qu'ils ont en eux, commencez par vous-même à être passionné de ce que vous faites. Mettez du cœur, allez-y à fond, soyez diligent. Voilà pourquoi la Bible dit que la main du diligent va dominer. Et la main de celui qui se relâche sera en bas. En fait, lorsqu'on dit dominer, ici on parle de commander, on parle d'être à la tête, on parle d'être devant, mais pour être devant, pour diriger les autres, pour donner les orientations, pour l'idée, si vous me permettez l'expression, il faut être diligent. Parce que si on n'est pas diligent, si on se relâche, la Bible dit que celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. C'est-à-dire qu'en tant que leader, là où vous êtes, si vous commencez à vous relâcher dans ce que vous faites, s'il n'y a pas de passion, il n'y a pas de zèle, il n'y a pas de ferveur, les gens qui sont autour de vous vont aussi se relâcher. C'est comme ça que ça marche. Donc ça, c'était le premier point. Vous voulez inspirer les membres de votre équipe, l'une des meilleures façons de les inspirer, c'est par la passion du travail dont vous faites montre. Deuxième élément pour inspirer les gens autour de soi, c'est l'écoute. L'écoute. L'écoute, c'est vraiment quelque chose de très important quand vous êtes en position de leadership et quand vous voulez inspirer les gens. L'écoute, ça inspire. Lorsque vous écoutez les gens, en fait, vous faites plusieurs choses à la fois. Je parle ici d'une écoute active, d'une écoute attentive. Je parle ici d'une écoute qui vise à comprendre l'autre. Il ne s'agit pas ici d'écouter pour répondre, d'écouter pour réagir ou d'écouter pour faire semblant. Mais il s'agit vraiment d'écouter en étant complètement présent, en donnant à l'autre toute votre attention et en étant prêt à comprendre l'autre. C'est de cette écoute-là que je parle. Lorsque vous le faites, plusieurs choses se passent. Premièrement, celui qui écoute beaucoup devient sage. Lorsque vous écoutez beaucoup, vous améliorez votre connaissance. Vous apprenez plus des autres. Vous apprenez de leurs opinions, de leurs intentions, de leurs connaissances aussi. Et ça vous permet même vous-même de vous positionner, d'évaluer ce que vous avez à dire. Si vous arrivez dans une réunion, ne soyez pas les premiers à parler. Ne soyez pas pressés de parler. Écoutez d'abord, écoutez les autres et réagissez ensuite. Deuxièmement, l'écoute a un autre avantage. Lorsque, en tant que leader,
vous écoutez vos collaborateurs, vous écoutez les membres de votre équipe, vous les valorisez. L'écoute est une façon de valoriser la personne qui est en face. Lorsque vous n'écoutez pas les gens, vous ne prêtez pas attention à ce qu'ils vous disent, il y a un message que vous renvoyez vers ces gens, c'est que je ne vous considère pas. C'est un message de mépris, c'est un message de manque de considération, c'est un message de manque de respect. Mais lorsque vous respectez les gens, lorsque vous les considérez, lorsque vous les valorisez, vous exprimez ça en les écoutant. Ça veut dire que vous valorisez leurs opinions. Or, les gens aiment être écoutés. Les gens suivent ou se font influencer par les personnes qui les écoutent. Lorsque vous écoutez une personne, lorsque vous donnez à cette personne la possibilité de parler, la personne se sent valorisée. La personne se sent encouragée, motivée. La personne se sent considérée. Et cette personne peut apporter quelque chose dans votre équipe, dans votre organisation. Mais lorsque vous n'écoutez pas, les gens ne vont pas aussi vous apporter du meilleur d'eux. Simon Sinek raconte qu'un jour, un journaliste a posé la question à Nelson Mandela, comment il est devenu leader. Parce que Nelson Mandela, c'est l'un des grands leaders de notre génération, incontesté. On lui a posé cette question-là. Comment vous êtes devenu leader ou qu'est-ce qui a contribué à cela? Et Nelson Mandela a donné une réponse. Il a dit que quand il était petit, il allait avec son père qui était chef du village dans les réunions de conseil des villages en Afrique. Des réunions où tous les sages du village sont là. Et le père de Nelson Mandela était le chef du village. Quand le père de Nelson Mandela est arrivé à cette réunion, Nelson Mandela avait réalisé quelque chose. Premièrement, c'est que tout le conseil, donc tous les membres, tous les sages du conseil du village se mettaient en cercle, l'un à côté de l'autre. Et ensuite, le père de Nelson Mandela, donc le chef de village, ne parlait jamais en premier. Il donnait la parole à chaque sage, il donnait la parole à chaque personne dans le cercle. Il écoutait tout le monde, il écoutait les avis, les opinions, les intentions de tous. Et c'est seulement à la fin qu'il parlait. Et Nelson Mandela dit que c'est l'une des choses qui l'ont le plus marqué. Et il a pris ça comme une leçon de vie pour savoir comment diriger, comment être un leader, comment attirer les gens à sa cause et comment influencer aussi les gens, convaincre les gens. L'écoute, c'est quelque chose de capital. Que vous soyez dans une entreprise, que vous soyez dans un organisme à but non lucratif, vous êtes en position de leadership, écoutez les gens. Vous voulez influencer les gens, écoutez-les. Ça vous permet de comprendre leurs problèmes, leurs difficultés, leurs défis, leur façon de réfléchir, leurs perspectives avant de donner la vôtre. L'écoute est incontournable. Et les entreprises qui développent des formations d'écoute auprès de leurs employés, auprès de leurs gestionnaires, de leurs leaders, ont reçu certains feedbacks. C'est par exemple l'exemple de Bob Chapman aux États-Unis avec son entreprise de construction, des fabrications de téléviseurs ou des machines et tout ça. Ils se sont rendus compte qu'en développant l'écoute au niveau de leurs employés appliquaient ça à la maison. Et les employés revenaient au travail plus heureux en disant « Oh, ma fille est très épanouie maintenant. Ma femme est très épanouie. Mon mari est très épanoui. Pourquoi? Parce que je l'écoute. Maintenant, on se comprend mieux. Maintenant, je prends le temps de l'écouter. » Et les bénéfices de l'écoute sur l'entreprise ont fait que l'entreprise a même multiplié son chiffre d'affaires. Le niveau d'épanouissement et de bonheur des employés a augmenté parce qu'ils ont appris à écouter. Pas seulement dans l'entreprise, mais ils ont appris à appliquer l'écoute chez eux à la maison. Donc ça, c'était le deuxième élément qui veut que nous puissions écouter. L'écoute est un moyen d'inspiration excellent. Nous allons passer maintenant au troisième point. Le troisième point ou la troisième façon d'inspirer votre équipe, c'est le service. C'est le service. Lorsque vous vous retrouvez comme responsable, chef d'équipe ou en tout cas en position de leadership ou d'autorité sur un groupe d'hommes ou de femmes, sachez que vous êtes là pour les servir. Vous n'êtes pas là pour marcher sur eux. Vous n'êtes pas là pour les dominer. Vous n'êtes pas là pour les écraser. Vous n'êtes pas là pour les faire travailler comme des robots non plus. Vous êtes là pour les servir.
Si vous avez la perspective du service par rapport à vos collaborateurs, vous serez un très bon leader et vous allez les inspirer. C'est aussi simple que ça. La Bible dit que si vous voulez être le plus grand, acceptez d'être le plus petit. Acceptez d'être le serviteur de tous. C'est parce que le service vous fait grandir et vous amène à être grand. Lorsque, en tant que manager, gestionnaire, chef d'une équipe ou d'un département, vous regardez vos collaborateurs, quelle perspective, quel regard avez-vous sur eux? Est-ce que vous les voyez juste comme des esclaves ou comme des personnes qui sont censées travailler, qui sont à votre service? Ou bien vous vous regardez vous-même comme une personne qui est aussi à leur service? Parce que vos employés, vos collaborateurs, les membres de votre équipe, ils ont des défis, ils ont des challenges, ils ont des limitations, ils ont aussi des problèmes. Mais ils sont là pour travailler avec vous, ils sont là pour servir avec vous, ils sont là pour grandir avec vous. Alors si vous les regardez comme des personnes que vous devez aussi servir d'une certaine manière, vous serez un très bon leader. Donc vous n'allez pas simplement les regarder d'un seul côté, avec un seul angle, mais vous allez les regarder de plusieurs façons, parce que l'être humain est complexe. Mais le service, c'est l'une des clés pour inspirer. Parce que en fait, lorsque vous vous mettez à servir les gens, vous vous mettez à les écouter, vous vous mettez à les motiver, à les challenger, à les aider même à résoudre certains problèmes. Vous les coachez, vous vous mettez en fait à leur montrer la voie. Vous vous mettez à les considérer comme des personnes qui doivent grandir, qui doivent s'épanouir, qui doivent aussi demain devenir des dirigeants, des responsables ou des leaders. Vous remarquerez que ces gens-là seront beaucoup plus prompts à vous suivre. Ces gens-là seront beaucoup plus prompts à contribuer, à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que l'œuvre, le travail ou le service que vous leur demandez, que ce service ou que cette œuvre puisse aller de l'avant, que ça soit bien fait. Mais pour ça, il faut être prêt à regarder aussi les gens et à se demander comment je peux les aider, comment je peux les servir, comment je peux être aussi un serviteur pour eux, au lieu d'être simplement le directeur, au lieu d'être simplement le gestionnaire. Au lieu d'être simplement le chef d'équipe, mais qu'est-ce que je peux faire pour les agents autour de moi? Cela est très important. C'est tellement important et c'est traduit en d'autres termes par Zig Ziglar lorsqu'il dit par exemple que si vous voulez avoir tout ce que vous voulez, vous devez donner aux gens ce qu'ils veulent. Donnez aux gens ce dont ils ont besoin et vous ne manquerez pas d'avoir ce que vous voulez. Ça veut dire que si vous donnez aux gens de l'attention par exemple, les gens veulent être valorisés, ils veulent être écoutés. Ils veulent être aidés, ils veulent être encouragés, ils veulent être considérés. Si vous leur donnez ça, si vous mettez tout ça à leur service, ils vont à leur tour tout vous donner. Leur passion, leur cœur, leur force, leur attention et l'œuvre que vous faites, le travail que vous faites ira plus loin. Donc ça, c'était le troisième moyen par lequel vous pouvez inspirer les membres de votre équipe. Alors, on va voir maintenant le quatrième point, la quatrième façon d'inspirer les gens autour de vous, c'est simplement par la vision. Alors, la vision, elle est souvent négligée par les personnes qui ne sont pas au plus haut niveau. Ça veut dire que quand quelqu'un n'est pas le directeur général, il n'est pas le CEO, il n'est pas le pasteur principal ou le numéro 1 de l'organisation, la personne néglige parfois l'aspect vision. Alors qu'il ne faut jamais négliger l'aspect de la vision. Même si vous êtes le chef d'une équipe de 5 personnes, même si vous êtes le gestionnaire, vous êtes le directeur adjoint, ou même si vous êtes simplement une personne à qui on a donné la responsabilité de conduire 2 ou 3 personnes, vous devez avoir une vision. Chaque fois que vous avez des êtres humains sous vos ordres, sous vos commandements ou sous votre orientation, vous devez avoir une vision pour eux. Je ne suis pas ici en train de dire que vous devez créer votre vision qui soit en déphasage avec la vision globale de l'organisation à laquelle vous appartenez, mais vous devez savoir au moins les 2 ou 3 personnes qu'on m'a données, les 10 ou les 20 personnes qui sont sous ma charge. Je les prends d'où et je les amène où? Ils sont à quel niveau et quelle est la destination, quelle est la direction que je prends? Vous ne devez pas simplement voir ces personnes-là comme des personnes à qui vous donnez des tâches. Elles font les tâches et puis vous reproduisez les résultats. Non, ça ce serait vraiment le niveau le plus bas du leadership. Vous devez plutôt considérer ces personnes comme des potentiels leaders.
des potentiels directeurs, des potentiels gestionnaires, des potentiels chefs d'équipe. Alors pour les amener à ces niveaux-là, il faut une vision. Vous devez dans votre façon de travailler, dans votre façon de faire des choses, utiliser des stratégies ou des outils qui vont les amener vers une destination que vous connaissez. Et ça, c'est important, la vision. C'est là que la vision est importante. Si vous n'avez pas de vision, vous allez simplement vous limiter à faire les tâches et à donner les résultats. Ce qui fait qu'après 5 ans, après 10 ans, vous pouvez être gestionnaire et les gens que vous gérez vont rester au même endroit, au même poste, parce que vous ne leur apprenez pas autre chose. Vous ne leur apprenez pas à encourager les autres. Vous ne leur apprenez pas à écouter. Vous ne leur apprenez pas à exprimer de l'empathie. Vous ne leur apprenez pas comment on peut diriger les autres. Vous ne leur apprenez pas comment on peut conduire les autres. Alors ils vont rester simplement des simples exécutants. Et le danger avec ça, c'est que ces personnes-là, elles vont être très bonnes dans leurs tâches, mais les jours où on va les mettre à une position de leadership, à une position d'autorité, à une position de commandement, elles vont continuer à regarder simplement aux tâches, à l'exécution des tâches. Et elles ne vont pas penser à une destination, à une direction. Voilà pourquoi on a des personnes qui sont dans des positions de leadership, mais qui continuent à se comporter comme si elles étaient dans des positions d'exécutants. Et voilà pourquoi les organisations, les entreprises, les églises ou toute autre organisation doivent apprendre à former les gens en leadership. Parce que les tâches, par exemple, d'un comptable de qui on attend un certain résultat sont différentes des tâches ou de la fonction d'un chef des comptables qui doit conduire 10 ou 20 comptables. Ce n'est pas les mêmes choses. Ce n'est pas les mêmes résultats normalement. Parce que exécuter des tâches pour produire des résultats, c'est différent de conduire des êtres humains afin que ces êtres humains-là produisent des résultats. Et c'est ce que beaucoup de gens découvrent. On s'habitue à travailler comme mécanicien, comme ingénieur, comme agent des ressources humaines, ou bien on travaille comme, je ne sais pas moi, réceptionniste ou comme secrétaire. Et puis un beau jour, on se retrouve en position de commandement, en position d'autorité, en position de leadership. Mais là, c'est pour conduire des êtres humains, c'est pour orienter des êtres humains, c'est pour les coacher, ce n'est plus pour exécuter des choses et avoir un résultat. Ce qui fait que les deux fonctions n'ont pas les mêmes implications. Et ça, il faut avoir ça à l'esprit. Et ça, il faut former les gens. Et ça se planifie. Ça ne se fait pas d'un jour au lendemain. Alors, il y a plusieurs autres éléments qu'on peut développer pour inspirer son équipe. On a l'intégrité. L'intégrité, la capacité à être un entre ce qu'on dit, ce qu'on fait devant les gens ou en dehors des gens. Il faut de l'intégrité pour leader les gens, pour être un bon leader. On a la balance, la capacité à balancer, avoir un équilibre entre la vie professionnelle, la vie de famille et tout le reste. La capacité aussi à laisser ses collaborateurs, ses employés à avoir leur vie de famille, à avoir d'autres engagements peut-être communautaires en dehors du travail. On a d'autres éléments comme l'empathie. On a un autre élément comme la capacité à être focalisé sur les priorités. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez retrouver dans le rapport de Ben, la compagnie Ben, comme je le disais au début, et vous retrouvez 33 façons différentes d'inspirer. Mais avant de clôturer, il y a un élément qui a été reconnu par tous les employés comme un élément fondamental qui caractérise les leaders qui inspirent. S'il y a un élément qui inspire les employés, vos collaborateurs, les membres de votre équipe, c'est votre capacité à être centré, à être focalisé sur l'essentiel du travail que vous devez faire, l'essentiel de l'œuvre, l'essentiel de vos tâches, la raison d'être de votre organisation. C'est un peu comme la passion focalisée sur ce que vous devez faire. Ça, c'est l'élément incontournable. Le leader n'impressionne pas simplement par sa capacité à bien communiquer. Ce n'est pas simplement par sa capacité à bien gérer les conflits. Ce n'est pas simplement sa capacité à écouter. Mais s'il y a une chose que tout le monde reconnaît comme le dénominateur commun des leaders qui inspirent, c'est la capacité à être focalisé, concentré, déterminé sur l'essentiel, le travail, le plus important, la raison d'être, l'objectif principal, la vision. C'est ça. Lorsque vous êtes comme ça,
les employés autour de vous. Ils le sentent, ils le remarquent et ils sont inspirés par ça. Ça, c'est un élément, c'est le dénominateur vraiment commun. Et comme je l'ai dit aussi au début, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout ça. Il suffit d'en avoir 1 ou 2 ou 3 éléments. Vous allez être un bon leader qui inspire ses collaborateurs, qui inspire les membres de son équipe. Vous serez même une entreprise qui inspire ses clients. Vous serez une église qui inspire ses fidèles. Voilà ce qu'on peut dire sur les différents moyens d'inspiration. Donc, nous clôturons aujourd'hui cette série sur la manipulation et l'inspiration. Prochainement, vous aurez le 7e épisode qui est une entrevue. Nous commençons des entrevues avec certaines personnalités. Vous allez les découvrir bientôt. Mais on va aussi continuer à parler leadership, à creuser dans le domaine du leadership, à vous donner des clés, des outils, des éléments pour que vous puissiez inspirer vos membres de famille, que vous puissiez inspirer les membres de vos équipes et vos collaborateurs. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur Spotify, sur Google Podcast, sur Apple Podcast ou sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Le Cercle des Étoiles. On se retrouve prochainement. En attendant, on va finir en vous disant qu'il est toujours possible de briller dans votre famille, de briller dans votre travail et de briller dans le monde. À bientôt.